Super, merci. Donc, je ressens, donc je suis avec un focus donc sur la dimension de l'intelligence émotionnelle qui est la perception de soi. Donc, certains d'entre vous étaient peut-être là hier, ou si vous n'étiez pas là hier, je vous dis ce qui s'est passé. J'ai présenté en fait dans le webinaire d'hier les 15 compétences de l'intelligence émotionnelle que vous voyez là à l'écran sur cette roue. Donc, les 15 compétences qui sont dans ces 5 dimensions que sont la perception de soi, l'expression individuelle, les relations humaines, la prise de décision et la gestion du stress. Donc ça, ce sont les 5 parties, les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Dans le webinaire d'aujourd'hui, qui s'appelle donc « Je ressens donc je suis », on va mettre le focus sur la dimension perception de soi. Et dans le webinaire de demain, ce sera plutôt sur l'empathie, donc plutôt sur la dimension des relations humaines. Dans le webinaire qui s'appelle Je fais des choix, je crois, et je me sens bien, là on est plutôt sur la prise de décision. Et dans le webinaire Je garde le cap dans la tempête, là on est plus sur la dimension gestion du stress. Donc, voilà un peu pour vous dire, si vous n'aviez pas bien compris comment se déroulent ces webinaires. Donc, n'hésitez pas à venir à tous les webinaires puisqu'à chaque fois, on va aborder une dimension différente. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la perception de soi. Et donc, je suis partie de cette citation de Descartes, hein, rien que ça, qui dit donc, tout le monde le sait, je pense donc je suis. Hein, tout le monde connaît ça. Donc, je vous en ai mis un peu plus à l'écran, mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. Je pense donc je suis. Et donc, moi, je l'ai appelé je ressens donc je suis. Donc, ce qui est intéressant déjà à partir de cette différence-là, c'est de se poser la question, quel est le lien entre émotion et pensée? Ça va être un peu l'objet de cette conférence. Le lien entre émotion et pensée, le lien entre émotion et croyance, le lien entre émotion et comportement. En fait, ce que je vous propose, c'est de partir en effet de l'émotion. Alors, je vois que certains d'entre vous lèvent la main, mais je ne peux pas. Ah, ça y est. Voilà, excusez-moi, je ne voyais pas le chat. Voilà, super. Donc, comme je vous disais, c'est plus simple en fait quand vous gardiez, à part si vraiment il y a quelque chose de très très urgent, mais sinon gardez vos questions pour la fin. Hein, je garde vraiment une bonne demi-heure pour ça et à ce moment-là, on pourra partager tous ensemble. Donc, je ressens donc je suis plutôt que je pense donc je suis. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi je vous propose de changer un peu cette phrase. Non pas que je m'attaque à Descartes, hein, parce que je n'oserais évidemment pas, mais vous allez voir qu'il y a un lien et qu'en aucun cas je remets sa phrase en question. Je propose en tout cas d'aller un peu plus loin sur cette réflexion-là. Vous voyez là à l'écran les mots action et comportement. Donc ça, c'est le haut de la flèche, puisque vous allez voir après, il va y avoir une flèche. Et en gros, c'est ce qu'on voit d'une personne. Donc, ce que vous allez voir d'une personne et ce que les autres vont voir de vous, c'est évidemment ce que vous allez faire et ce que vous allez dire. Ça, c'est vraiment les choses que vous exprimez. Et d'ailleurs, on arrive sur l'expression individuelle ou ce que vous faites et qui va donc être visible. C'est la partie visible. En dessous de cette partie visible, il y a les pensées. Donc, d'où la phrase de Descartes, je pense donc je suis. Je pense ça, donc je fais ça, ou je dis ça, et donc ça définit bien qui je suis. Donc, on est assez d'accord. Sauf que je propose d'aller un peu plus loin et de regarder ce qu'il y a en dessous des pensées. Ce qu'il y a en dessous des pensées, on va appeler ça les sentiments. Je reviendrai après là-dessus, sur le sentiment. En dessous du sentiment, qu'est-ce qu'on a? On a l'émotion. Et dessous l'émotion, l'expérience vécue. Donc ça, dans l'ordre de la construction de la pensée, on voit qu'il y a les sentiments derrière la pensée et les émotions derrière les sentiments. Et les émotions qui sont liées à l'expérience vécue.
Et donc, à la phrase « je pense donc je suis », moi je rajoute « je ressens donc je suis » pour partir de l'idée que la pensée découle en fait des émotions. Je vais vous donner un exemple, évidemment, pour illustrer ce schéma. Donc, la partie visible et la partie dite invisible, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur. C'est l'intra, hein, pour ceux qui connaissent Goleman, qui est la personne qui a fait les premières recherches sur l'intelligence émotionnelle. Il a vraiment parlé de l'intra, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur de soi et qui n'est pas forcément visible par l'autre, puisque je ne vais pas forcément le dire ou je ne vais pas forcément agir exactement par rapport à ce que je ressens, justement. Tout ça, on va revenir dessus. Alors, je vous donne un exemple pour illustrer ce schéma, hein, parce que c'est toujours bien d'avoir un exemple en tête. Imaginons quand j'étais plus jeune, j'ai passé un examen très important pour moi dans mon cursus et j'ai raté cet examen. Donc ça, c'est mon expérience. Alors déjà, ça serait intéressant de se poser la question à ce niveau-là de qu'est-ce que j'entends par rater? Est-ce que j'entends que je ne l'ai pas eu ou je n'ai pas eu la note que je souhaitais ou que je n'ai pas rendu exactement le travail que je voulais rendre, etc., etc. Mais en tout cas, mon expérience est un échec par rapport à cet examen. On reviendra après, évidemment, sur les différentes croyances qu'il y a derrière. Qu'est-ce que je mets derrière là, le fait d'avoir raté? Cette expérience fait que j'ai ressenti de la colère, peut-être, vis-à-vis de moi-même, peut-être une grande tristesse, de la peur aussi, peut-être peur de ne pas pouvoir poursuivre ce que je voulais faire ou les études d'après ou de trouver un job intéressant. Dans tous les cas, des émotions fortes. J'ai ressenti des émotions fortes par rapport à cette expérience-là que je vous décris. La pensée qui s'est installée, c'est peut-être que finalement je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur de cet examen. Je ne suis pas à la hauteur du coup de tout ce que ça représente et peut-être même de ce job ou de ce qu'on attend de quelqu'un qui qui travaillerait dans ce domaine-là. La parole, ça peut être, alors tout ça, pourquoi je prends un exemple qui se serait passé il y a longtemps, parce que évidemment on va en arriver sur l'amour propre, vous l'avez bien compris, et je veux vous montrer par cet exemple que avec le temps, cette pensée, elle est là, l'émotion, elle a été forte, le sentiment, il s'est installé, la pensée aussi, hein. Plus ça peut faire très très longtemps, hein. Très souvent on entend ça même quand on est petit. La parole, par exemple, si je suis au travail et que mon patron me demande quelque chose qui ressemble à cet examen, je peux dire non, vraiment je trouve ça très très compliqué, ça ne va pas marcher, c'est vraiment difficile, hein. C'est le genre de choses que je peux dire. Je peux dire vraiment j'y crois pas à ce projet, hein, par exemple. Ça peut être des paroles, mais qui sont en fait liées à cette expérience, à cette émotion, etc., etc. Et les actions, qu'est-ce qui va se passer? Donc, soit je ne vais pas le faire parce que je ne me sens pas capable de le faire, hein, donc je vais tout simplement ne pas le faire. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est que je le fasse quand même, pour X raisons, je verrai tout à l'heure, mais que je rate. Et dans ces cas-là, j'ai presque envie de dire tant mieux, parce que du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va renforcer cette pensée que je suis donc nulle, que je n'y arrive pas, que je ne suis pas capable, etc. Tout ce que j'ai dit avant. Et donc, ça renforce cette pensée et ça devient donc une croyance. La croyance que je ne suis pas capable de réussir ce genre de projet ou même toutes sortes de projets ou n'importe quel examen. Voilà. Donc, je vous donne cet exemple, évidemment, qui j'imagine, peut parler à beaucoup de gens parce que ça peut nous arriver dans notre vie. Alors là, je vous donne un exemple quand on était jeune, mais ça peut très bien arriver aujourd'hui de vivre une situation, une expérience. Alors, il y a 2 semaines, j'ai déjà fait ce webinaire, j'avais donné un tout autre exemple. J'avais donné l'exemple de quelqu'un qui va se faire mordre par un chien et qui donc va évidemment avoir très peur, va avoir un sentiment d'insécurité très fort,
va penser que les chiens sont dangereux et du coup va vraiment être tétanisé ou même ne plus oser sortir parce que cette pensée s'est créée que les chiens étaient dangereux. Vous voyez, c'était un tout autre exemple, mais c'est pour vous montrer en fait la construction d'une croyance, la construction d'une pensée. Et donc, c'est dans ce sens-là, je pense donc je suis, parce que c'est mes pensées, mes croyances qui, en effet, vont définir ce que je vais dire et ce que je vais faire. Mais la petite différence que je vous propose, moi, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière les pensées, c'est-à-dire les émotions. Et c'est bien là notre sujet, c'est de voir comment on peut regarder, utiliser ces émotions pour agir aussi sur nos pensées, nos paroles et nos comportements. Donc, je vous enverrai cette présentation après le webinaire. Hein. Là, je vous ai mis des citations, les citations d'un psychiatre. Hein, donc, vous les verrez, elles sont intéressantes. Alors, dans la perception de soi, donc évidemment, je vous ai fait cette présentation pour aller sur ces 3 compétences, donc les 3 compétences qui constituent la perception de soi. En fait, la perception de soi, c'est la manière dont je me perçois, hein, comment je me perçois. Et à l'intérieur de la perception de soi, nous avons l'amour-propre. Donc, l'amour-propre, c'est, en d'autres termes, l'estime de soi, la confiance en soi. C'est-à-dire comment je m'aime, en gros, hein, il y a le mot amour dans l'amour propre. Quel est mon niveau d'amour pour moi, voilà. Réalisation de soi, ça va être la capacité à agir, à être en action, c'est-à-dire à se fixer des objectifs individuels et de tout faire pour y arriver. Hein, il y a vraiment une notion dans la réalisation de soi d'action, c'est important. De préciser ça, on verra tout à l'heure pourquoi. Et la 3e compétence, c'est la conscience de soi émotionnelle. Donc, c'est la capacité à bien identifier, comprendre et accueillir ses émotions, ses propres émotions. Donc, je peux l'identifier et la comprendre, mais pas l'accueillir, par exemple, c'est-à-dire ne pas l'accepter. On parlait hier du webinaire des émotions qui ont mauvaise réputation. Un participant me demandait quelles étaient ses émotions. Par exemple, on entend souvent que la honte ou l'envie sont des émotions. On entend souvent qu'il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir envie. Et donc, c'est des émotions qu'on peut s'empêcher de ressentir. Mais il y a des personnes qui s'empêchent de ressentir la tristesse. Ce n'est pas forcément des émotions communément refusées. Et on va voir ce que ça donne si je ne l'accueille pas, cette émotion que je ressens. Évidemment. Alors, commençons avec l'amour-propre et la réalisation de soi. Donc, je les ai mises ensemble, ces deux-là, parce qu'elles fonctionnent ensemble. Alors, ce qui semble assez logique, puisque l'amour-propre, ça va être je me connais, je me vois tel que je suis. C'est ça, je me vois tel que je suis et je m'aime comme ça. Donc, je m'aime tel que je suis. Et la réalisation de soi, c'est la capacité à se fixer des objectifs et à agir pour les atteindre. Donc, on voit bien que plus je vais me voir et m'aimer tel que je suis, c'est-à-dire avec mes forces, mais aussi avec mes limites, hein, parce que, entre parenthèses, au cas où vous ne le sachiez pas, mais on a tous des forces et des limites, ou en termes plus communs, des qualités et des défauts. Tous sans exception. Et donc, l'amour-propre, ça va être la capacité à s'aimer avec ça, avec ses forces, mais aussi avec ses limites. Je dis souvent pour développer l'amour-propre, imaginez que vous êtes votre meilleur ami, vous devenez votre meilleur ami. Quand nos amis, on ne les aime pas que pour leurs qualités, on les aime pour leur ensemble, pour tout ce qu'ils sont, c'est-à-dire aussi avec leurs limites. L'amour-propre, c'est la même chose pour soi. C'est-à-dire que de se regarder tel qu'on est et de s'aimer tel qu'on est. Et la réalisation de soi, ça va être qu'est-ce que je fais pour m'améliorer, pour me développer, pour donner du sens à ma vie, pour me réaliser. Hein, donc, on voit bien en quoi les deux sont connectés.
Ah oui, tout à l'heure, excusez-moi, parce que vous voyez, j'ai pris des petites notes en même temps. Tout à l'heure, je vous avais dit que je reviendrais sur le raté. Vous savez, quand j'ai donné l'exemple de quelqu'un, en l'occurrence, je donnais un exemple en disant, imaginons que j'ai raté un examen ou raté un projet avec un client ou raté n'importe quoi. La question qui se pose là, c'est justement, qu'est-ce que ça veut dire rater? Est-ce que je l'ai raté par rapport au résultat attendu? C'est-à-dire, est-ce que le résultat ne correspond pas au résultat attendu? Mais attendu par qui? Par moi ou par l'autre? Est-ce que j'ai raté parce que je voulais faire différemment et finalement, je n'ai pas réussi à le faire? C'est-à-dire, donc, je l'ai raté par rapport à mes attentes vis-à-vis de moi. Et si je vous pose ces questions, c'est important parce que c'est ça qui va définir évidemment cette capacité à se voir tel qu'on est et à se réaliser tel qu'on est, c'est-à-dire de voir les choses de façon objective. Et c'est pour ça que je vous ai mis à l'écran, l'amour-propre et la réalisation de soi sont connectés avec le sens de la réalité, qui est notre des compétences de l'intelligence émotionnelle, qui est dans la dimension résolution de problèmes, prise de décision, pardon. Prise de décision. Et donc, c'est bien voir les choses de façon objective. Donc, si j'ai par exemple, moi, beaucoup de clients qui viennent me voir pour me dire « je voudrais être parfait, parfaite ». Qu'est-ce que ça veut dire être parfait ou parfaite? Par rapport à quoi? Quelle est avec quoi on se compare? Quelle est la norme? Voilà, quelle est la norme de perfection? Et donc, quand ces gens viennent me voir en voulant être parfait, je leur demande donc leur définition concrète. Décrivez-moi ce que ça veut dire être parfait. Qu'ils me décrivent. Et après, je leur dis, voyez, cette description de la perfection, moi, je vais vous en donner une différente. Parce que ce que vous venez de décrire, pour moi, ça ne correspond pas à la perfection. Pour moi, la perfection, c'est ça, 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 ça. Et en fait, de faire ça, ça permet de se rendre compte que on a des perceptions différentes sur cette perfection, sur cette réussite et donc aussi sur le raté. Ça ne veut pas dire que quand on a un amour-propre fort ou une réalisation de soi forte, on rate rien. Ça veut juste dire que déjà, les objectifs que je me fixe sont plus atteignables parce qu'ils sont plus objectifs par rapport à qui je suis vraiment. Et donc, j'ai plus de chances d'y arriver puisque tout simplement, l'objectif est plus en lien avec qui je suis. Et si je n'y arrive pas, je réévalue et je vois pour quelle bonne raison ça a échoué, plutôt que de m'envoyer un message, une croyance comme quoi je suis nulle. Je ne suis pas nulle, j'ai juste pas réussi à atteindre cet objectif que je m'étais fixé. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Peut-être qu'en effet, j'avais mal évalué et peut-être que je ne suis pas compétente dans ce domaine-là. Et ça, cette capacité à se dire ça, c'est un amour-propre fort qui le permet. Encore une fois, l'amour-propre, c'est avoir conscience de ses forces, mais aussi de ses limites. Donc voilà pourquoi le sens de la réalité est une compétence qui est très très intéressante pour développer l'amour-propre et la réalisation de soi, pour vraiment se regarder tel qu'on est, avec ses forces et ses limites, et se fixer des objectifs atteignables, des objectifs qui ont du sens pour soi, me sentir alignée avec ce que je fais, c'est ça. Déjà, faut-il avant que j'ai bien conscience de ce que j'apporte et de ce que je suis capable d'apporter. La résolution de problèmes est aussi une compétence qui est très intéressante pour développer l'amour-propre et la réalisation de soi, dans le cas où elle est plutôt forte. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier, qu'on a tous des compétences fortes et des compétences moins fortes. Donc là, ce que je vous présente ici, c'est des connexions qui se font entre les compétences pour pouvoir, lorsqu'une compétence est un peu plus basse, pour voir sur quelle force on peut se reposer ou qu'on peut utiliser pour développer la compétence qu'on veut renforcer. Et donc, il y a le sens de la réalité et il y a aussi la résolution de problèmes dans le sens, quelles sont les réussites dans ma vie? Par exemple, cette personne qui dirait « j'ai raté cet examen »,
on va l'inviter peut-être à aller voir des situations où elle n'a pas raté, justement. Hein, parce que c'est impossible aussi d'avoir toujours tout raté. Même si elle dit je n'ai jamais rien réussi, j'ai toujours rien raté, bah, non, c'est là où c'est intéressant d'utiliser cette compétence. Aller chercher dans votre vie, perso, pro, des décisions que vous avez prises, des problèmes que vous avez résolus et aller puiser là-dedans de façon encore une fois très objective ce que vous pouvez prendre pour nourrir votre amour-propre. Qu'est-ce que j'ai fait, en quoi j'ai été compétente dans cette situation pour réussir. Et c'est comme ça qu'on nourrit son amour-propre parce que c'est des choses qu'on garde et qu'on ancre en soi. Et la troisième compétence qui est intéressante pour l'amour-propre et la réalisation de soi, c'est l'optimisme. Évidemment, si j'ai un optimisme fort, je vais plutôt avoir tendance à voir les choses de façon positive. Et donc, si vous avez un optimisme fort, je vous invite à le mettre à votre profit, c'est-à-dire à regarder vos forces et vos qualités, parce que si vous avez un optimisme bas, vous risquez de voir plutôt vos défauts, pour prendre les termes communs, ou vos limites. L'optimisme vous permet d'aller chercher le positif, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on a tous des forces et des limites. Je le répète, on a tous des forces et des limites. Et on n'a jamais que des limites, que des défauts. Ça n'existe pas. Même la pire des personnes, en termes de comportement, hein, j'entends bien, a des forces. Et donc, l'idée pour développer son amour-propre, c'est d'aller les regarder, ses forces, et en effet, de les voir telles qu'elles sont, de voir aussi ses limites et de se dire, ok, là, je suis compétente, là, je suis moins compétente, alors du coup, peut-être que je devrais me concentrer sur ces sujets où je suis compétente et du coup, renforcer mon amour-propre et me sentir bien avec ce que je fais. Donc, voilà des pistes pour l'amour-propre et la réalisation de soi. Et la troisième compétence est donc la conscience de soi émotionnelle. Donc la conscience de soi émotionnelle, je vous rappelle, c'est la capacité à identifier, comprendre et accueillir son émotion. Accueillir, ça ne veut pas dire être ravi ou heureux de ressentir cette émotion, mais ça veut dire accueillir, ça veut dire la regarder. Et pour pouvoir se libérer d'une émotion, on est obligé de passer par cet accueil. On ne peut pas se libérer d'une émotion sans d'abord l'accueillir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de physiologique. L'émotion, si on ne la regarde pas, si on ne l'accueille pas, soit elle reste. Donc, option 1, elle reste pendant X nombre d'années et elle grossit, elle pourrit jusqu'à ce qu'elle soit devienne tellement forte que je ne peux plus la supporter, soit qu'elle sorte d'une manière complètement inappropriée. Mais en tout cas, elle reste. Ou alors, en effet, la deuxième possibilité, c'est qu'elle sorte et qu'elle sorte toute seule. C'est-à-dire sans que ce soit moi qui décide de comment elle sorte, à quel moment, avec qui. Donc tout ça, j'imagine que vous l'avez tous vécu et c'est normal. On a tous des moments où l'émotion est plus forte ou est trop forte. Mais l'idée, justement, c'est de développer ce muscle-là parce que ça se développe. Je vous propose l'image de l'iceberg pour garder ça à l'esprit. C'est-à-dire que ce que vous verrez, n'oubliez pas le comportement, la parole, etc. Ce que les autres verront ou même ce que vous verrez, c'est le haut de l'iceberg. Et moi, je vous propose de plonger et d'aller voir au plus profond, ce qui se passe, en fait, de vouloir vraiment bien analyser cette situation au niveau émotionnel. Quelle est l'émotion qui a créé cette pensée, qui a créé ce sentiment, qui a créé cette croyance, qui a créé ce comportement? Et d'aller chercher vraiment l'émotion que j'ai ressentie, pourquoi j'ai ressenti ça, voilà, et de mieux comprendre le système pour pouvoir ensuite agir dessus. Et donc, pour pouvoir agir dessus, donc vous voyez à l'écran les compétences qui sont aussi là pour aider la conscience de soi émotionnelle. Donc, la première, c'est l'expression émotionnelle de façon assez logique.
Donc l'expression émotionnelle, c'est la capacité à exprimer ses émotions de façon constructive et recevable, je précise quand même. Et donc, plus je vais avoir une bonne conscience de ce que je ressens, une fine conscience de ce que je ressens, de l'émotion juste et du pourquoi je ressens cette émotion, plus je vais pouvoir exprimer, si encore j'arrive à le faire, ce que je ressens de façon juste. Voilà comment je me sens par rapport à cette situation. Et ça permet donc de la libérer, cette émotion. L'affirmation de soi, ça c'est la capacité à exprimer sa pensée. Donc vous voyez bien la différence. On a d'un côté cette capacité à exprimer son émotion, son ressenti, et de l'autre côté la capacité à exprimer sa pensée. N'oubliez pas la pensée qui est au-dessus de l'émotion. Mais plus je vais bien saisir l'émotion que je ressens, qui est donc dessous la pensée, plus la pensée que je vais exprimer va être juste, je vais me sentir alignée, je vais être alignée avec ce que je dis et je vais vraiment affirmer qui je suis. L'affirmation de soi, c'est j'affirme qui je suis, toujours de façon constructive et recevable, bien évidemment. L'affirmation de soi, c'est pas forcément agressif et violent. Ça peut être tout à fait... et si la phrase... Alors, la phrase doit commencer, dans ces deux cas, par « je », forcément. Par exemple, « tu m'énerves », ce n'est pas une expression émotionnelle constructive et recevable. Ça serait plutôt « je me sens énervé ». Le sens de la réalité est là aussi avec la conscience de soi, parce que si vous avez une conscience de soi émotionnelle plutôt basse et un sens de la réalité fort, si ces compétences sont en déséquilibre, ça veut dire que vous allez voir la situation de façon très objective, factuelle, mais vous n'allez pas intégrer à cette perception les informations émotionnelles qui ont tout autant, je n'ai pas dit plus, j'ai dit tout autant d'importance que le factuel. Et donc, vous voyez bien dans la balance, si je vois la situation uniquement d'un point de vue factuel, il y a plein d'informations qui me manquent. Si je la vois que d'une perception émotionnelle, il y a aussi peut-être des éléments qui me manquent parce que ça peut des fois aider, ça peut m'aider aussi à me libérer de l'émotion, de voir les choses de façon plus objective. Et de dire, ah oui, finalement, c'était peut-être pas aussi grave que ce que j'avais imaginé, lorsque je regarde les choses de façon très objective. La tolérance au stress, évidemment, plus je vais saisir l'émotion, par exemple la peur, si je reprends l'exemple de l'examen, si j'ai peur de ne pas être à la hauteur, ou si j'ai peur de ne pas être assez performante, du coup, à chaque fois qu'on va me demander quelque chose ou à chaque fois que je vais être sur un projet, ça va me générer beaucoup de stress. Donc, ça ne veut pas dire que ça va disparaître, mais le fait d'avoir bien conscience de quoi j'ai peur et j'en reviens sur l'amour propre, de mes forces et de ce que je suis capable de faire, est-ce que peut-être là où je suis moins compétente, ça va me permettre de mieux gérer le stress. L'empathie, c'est la conscience de soi pour l'autre, c'est-à-dire la capacité à comprendre ce que l'autre ressent. Donc, évidemment, ces deux compétences sont connectées. Ça semble complètement logique, mais imaginez 2 secondes quelqu'un qui a une conscience de soi émotionnelle très très forte. Donc, ça veut dire quoi, cette compréhension de ce que je ressens, mais en même temps une empathie très basse. Ça veut dire que je vais voir la situation uniquement de mon point de vue. Je vais bien la comprendre de mon point de vue, mais par contre, je ne la comprends pas du tout de ton point de vue. Ou alors, je vais penser que tu la vis comme moi, puisque je n'ai pas d'empathie. Et au contraire, si j'ai une empathie très forte et une conscience de soi émotionnelle basse, je vais très bien comprendre comment toi tu vis les choses. Moi, je ne vais pas regarder, je ne m'intéresse pas à comment moi je les vis. Et du coup, ta réalité va devenir la réalité. Donc, sens de la réalité, c'est la réalité de l'environnement factuel. Empathie, c'est la réalité de l'autre. Et conscience de soi émotionnelle, c'est ma réalité. Donc, il y a toujours ces trois perspectives qui sont là, toujours, dans n'importe quelle situation. Ce qui est, enfin, s'il y a 3 personnes, 10 s'il y a 10 personnes. Et ce qui est toujours intéressant, et d'ailleurs là avec le confinement, on le voit bien, il y a une situation
Et toutes les personnes vont la vivre différemment, avec une émotion différente, vont analyser les faits d'une façon différente, peuvent même voir les faits d'une façon différente. Et donc, on voit bien qu'en fait, il y a autant de réalité qu'il y a de personnes. Ça, c'est important de garder ça à l'esprit. Et l'optimisme, là aussi, bah, évidemment, si j'ai un optimisme plutôt bas, on voit bien que je vais avoir plutôt conscience à voir ce qui ne va pas et donc à avoir des émotions plutôt désagréables. Et donc, l'optimisme, c'est aussi une façon de développer cet aspect de voir aussi les émotions positives. Alors, positive, ça veut pas dire, c'est pas que la joie, hein, mais en tout cas, de voir le positif, voilà, pardon, de voir le positif derrière toutes les émotions que je ressens. Ce que je disais tout à l'heure, si j'ai raté, je peux voir ça soit comme un échec, soit comme un apprentissage. Ça va dépendre de l'optimisme. Et on voit bien que l'émotion, ce n'est pas la même. Si je vois ça comme un échec, je ne suis pas dans le même état émotionnel que si je vois ça comme un apprentissage, sur comment je vais faire mieux la prochaine fois. Donc voilà quelques pistes pour développer la conscience de soi émotionnelle. Donc, je vous propose maintenant une activité, donc tout ça je vous l'enverrai, pour développer votre perception de soi. Donc, dans un premier temps, je vous propose de faire la liste de vos qualités, donc de toutes vos forces, que ce soit au niveau du savoir-faire, mais aussi du savoir-être. Hein. On peut avoir beaucoup de compétences sur le savoir-être, un peu moins sur le savoir-faire, et en aucun cas, c'est le savoir-faire est plus important. Donc, c'est vraiment de lister toutes vos forces. N'oubliez pas, nous en avons tous. Si vous avez un amour-propre bas, vous allez avoir plus de mal à en trouver. Donc, vraiment, ça veut dire aller les chercher, même si elles vous paraissent anodines, même si c'est quelque chose où vous dites non, mais ça c'est nul, ou n'importe qui y arriverait, ou mais tout le monde y arrive, voilà, des choses comme ça, vous les notez quand même. C'est toutes vos forces. Donc, ça, c'est l'amour-propre. Vous pouvez aussi noter vos limites, mais en fait, si vous avez un amour-propre bas, vous les connaissez, vos limites. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est aller chercher vos forces. Ensuite, je vous propose de noter ce que vous souhaitez accomplir. Quel est votre rêve? Posez-vous la question comme ça. C'est, imaginez demain matin, vous vous réveillez et un miracle a eu lieu et vous faites exactement ce que vous voulez faire. Mais non, vraiment, dans l'idée de rêve, il n'y a aucune limite. Aucune limite possible. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où? Avec qui? Et en fait, ça devient en fait votre rêve. Mais comment vous allez ensuite pouvoir vous rapprocher de ce rêve? Ça vous donne quand même une idée de qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Et après, toutes les pensées qui vont venir en disant non, mais c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, tout ça, ce sont des pensées, des croyances limitantes. Donc, juste gardez ça à l'esprit, mais déjà, identifiez-le. C'est déjà pas mal. Ensuite, 3, conscience de soi émotionnelle. Je vous propose d'aller vraiment observer les émotions. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Donc, par rapport à cet exercice, de noter toutes vos forces, de réfléchir à votre rêve. Comment vous vous sentez? Quelles sont les émotions qui vous traversent? Il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la colère vis-à-vis de vous-même aussi. Toutes ces émotions ont le droit d'exister, elles sont toutes intéressantes. Je vous propose vraiment de toutes les voir et à chaque fois de vous dire tiens, là j'ai peur de quoi, pourquoi? Et en fait d'aller au fond de l'iceberg. Et ensuite, qu'est-ce qui vous freine donc, par rapport à ce rêve? Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas de croyances limitantes? C'est-à-dire si vous n'aviez pas ces pensées qui arrivent pour parasiter ce rêve, pour vous dire que ça n'est pas possible, pour vous dire que oui, mais là c'est compliqué, oui, mais la situation actuelle, elle fait qu'on n'y arrive pas, etc., etc. S'il n'y avait pas ces pensées, qu'est-ce que vous feriez? Et ensuite, je vous propose vraiment d'identifier une action, un objectif, un petit pas atteignable que vous pouvez faire et que vous allez faire pour vous rapprocher de cet objectif.
Voilà une petite activité assez simple à mettre en place et qui vous permettra de commencer à développer votre perception de soi, c'est-à-dire d'être plus au clair sur qui vous êtes. C'est ça, la perception de soi. Tous les grands philosophes ont commencé par « connais-toi toi-même » et après, chacun est parti de ses idées. Mais ça commence toujours par « connais-toi toi-même ». Donc, il n'y a rien qui peut se passer, il n'y a rien qui peut changer, il n'y a rien qui peut s'améliorer sans passer, malheureusement, pour certains, par cette case de qui je suis, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je fais pour y arriver. Évidemment, on verra dans le webinaire de demain que les autres, sont là aussi et jouent un rôle très important là-dedans. Je ne les mets pas de côté. C'est juste là, j'ai mis le focus sur la perception de soi, mais on voit bien que la réalisation de soi, par exemple, elle est aussi reliée aux relations humaines, c'est-à-dire comment je vais me réaliser avec les autres aussi. Et comment je me réalise avec les autres, peut-être en faisant quelque chose de très collectif. Ce n'est pas forcément individuel tout seul. Mais il faut déjà bien se connaître, il faut déjà savoir qui on est et aime-toi toi-même et ensuite les autres suivront. C'est un peu ça l'idée. Et je terminais avec cette image. À force d'être déçue par les autres, je finirai bien par croire en moi. Donc c'est vraiment ça. Là, c'est le lien avec les autres. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais et qui je suis. Voilà l'idée de ça. Alors évidemment, par rapport à... Alors, je vais arrêter l'écran. Évidemment, par rapport à la situation actuelle de confinement, on voit bien ce que la perception de soi va apporter dans cette situation. Plus on va se connaître, plus on va se comprendre, plus on va accueillir les émotions qu'on ressent par rapport à la situation actuelle, plus on va être capable de peut-être se poser les bonnes questions, de se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire de ça, quel sens ça a pour moi, comment je profite de ce moment pour voyager peut-être chez soi, à l'intérieur de soi. Voilà pour cette présentation. À vous de vous exprimer. Donc, je regarde les écrans, vos questions, échanges, partages. Donc, sur l'amour-propre, la réalisation de soi ou la conscience de soi émotionnelle. Peut-être que vous voulez parler vraiment spécifiquement de la situation actuelle parce qu'en effet, c'est une situation qui est très évidemment particulière et compliquée. Et ça peut valoir le coup de parler peut-être de ça plus spécifiquement et de comment vous pouvez plonger pour voir l'iceberg dans cette situation-là. Donc, je vous laisse écrire quelle est la différence entre sentiment et émotion. Alors, oui, alors ça c'est une bonne question. J'ai le sentiment de et je ressens en fait la phrase. Il peut y avoir une différence. Alors c'est vrai que c'est assez confus, mais enfin confus, c'est pas le bon mot. C'est assez proche, mais vraiment aller regarder sur le dictionnaire, il y a vraiment une différence de définition. L'émotion, elle est avant le sentiment, c'est-à-dire que c'est vraiment la réaction automatique, en fait, l'émotion. Hier, je parlais dans mon webinaire des 4 ou 6 émotions mères. On va partir des 4. Donc, peur, colère, joie et tristesse. Donc, on pourrait dire que l'émotion, c'est vraiment dans ces 4 catégories. Alors, évidemment, il y a plein de déclinaisons. Mais par exemple, pour vous donner l'exemple, si je ressens une peur, une forte peur, je donne l'exemple du chien qui mord, le sentiment, ça pourrait être un sentiment d'insécurité. C'est déjà une émotion qui est construite. Il y a déjà une construction derrière l'émotion brute, en fait. J'espère que c'est un peu plus clair. C'est le niveau d'au-dessus. Après, vraiment, la réaction automatique. On va dire ça comme ça. Pourriez-vous rappeler la différence entre accepter une émotion ou l'accueillir? Oui, alors, moi j'utilise parfois le mot accepter.
Mais en effet, dans le mot accepter, et c'est d'ailleurs la même chose pour l'empathie, puisqu'on dit identifier, comprendre, enfin on peut dire identifier, comprendre et accepter l'émotion de l'autre. Et il y a une notion dans accepter, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que l'autre ressent. Et donc accueillir, ça veut dire j'accueille ce que tu ressens, mais par contre j'ai aussi le droit de ne pas l'accepter dans le sens de ne pas être d'accord avec cette émotion. Dans le sens de ne pas avoir la même idée, enfin, la même émotion ou la même pensée. Mais pour soi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je peux l'accueillir sans forcément l'accepter, c'est-à-dire être d'accord. Je peux ne pas vouloir ressentir cette émotion. Je peux décider que cette émotion n'a pas de raison d'être là ou n'a pas d'intérêt ou peut-être trop forte. Et donc, c'est dans ce sens-là, s'en libérer, mais d'abord en l'accueillant. Mais voilà la différence en tout cas qu'il y a entre accueillir et accepter. Mais voilà, tout ça, c'est comme sentiment émotion, c'est très fin. En milieu professionnel, faut-il rendre une partie de la partie invisible visible pour être mieux compris? Alors, oui et non, enfin, la partie visible restera la partie visible, c'est-à-dire les comportements et les paroles. Maintenant, plus je vais être alignée avec ce que je dis ou ce que je fais, c'est-à-dire plus je vais me connaître, je vais connaître et je vais savoir ce que je ressens, plus je vais m'exprimer de façon authentique. Et donc, en effet, je montre un peu plus de la partie invisible, mais tout simplement parce qu'elle est plus visible aussi pour moi et parce que je vais l'exprimer. Donc, oui, l'idée, c'est de gagner en authenticité, en donnant par la parole et par les comportements quelque chose de vrai et de profond. Il y a par exemple à la bibliothèque départementale de la ville de Marseille un recensement des ressentiments auprès des enfants adultes par le biais de textes dessins suite au confinement. Oh, super! Ces réflexions seront archivées pour l'histoire. Ouais, ça, c'est chouette, c'est génial. Alors, ça serait intéressant, Sandrine, est-ce qu'on parle de sentiments, de ressentiments, d'émotions mais c'est une super initiative. Comment libérer l'émotion quand on l'accueille? Alors ça c'est comment se libérer de l'émotion quand on l'accueille? C'est une question évidemment que tout le monde pose parce que c'est pas toujours évident. Mais déjà l'accueillir, déjà l'identifier et la comprendre et l'accueillir, c'est vraiment des étapes indispensables. Et si on a du mal à s'en libérer, c'est peut-être qu'on n'est pas tout à fait au clair avec ces 3 étapes. Moi, j'ai souvent des personnes qui identifient, qui peuvent comprendre, mais qui n'accueillent pas du tout. Donc, l'accueillir, ça veut dire la regarder. Ça veut dire aller la chercher, aller voir pourquoi elle est là, depuis combien de temps, et pourquoi j'ai peur, et de quoi j'ai peur. Donc, ça veut dire aussi être confronté à soi-même. Et parfois, on n'a pas vraiment envie d'être confronté à soi-même parce que c'est plus facile de dire, par exemple, que c'est la faute de l'autre ou que j'y suis pour rien. Et donc là, on est dans un processus où on dit souvent dans le langage courant se remettre en question, mais c'est un peu ça, c'est de dire maintenant, si je garde, je vais vous dire un truc qui va vous paraître très très bizarre là, mais si je garde cette émotion, si je n'arrive pas donc à m'en libérer, pour quelle bonne raison en fait? Quel est l'avantage pour moi de la garder? Alors là, comme ça, vous allez dire, il n'y en a aucun, mais en fait si. Parce que si vous la gardez, c'est que vous avez un avantage. Et de commencer à se poser ces questions-là, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin que de rester en haut de l'iceberg, c'est ça qui permet de s'en libérer. Mais malheureusement, ça ne peut pas passer sans cette étape de se regarder, de regarder quel rôle on joue en fait dans cette pièce où l'émotion est là et elle reste, et elle prend beaucoup de place et elle agit sur mon comportement. Et pourquoi en fait? Qu'est-ce que j'y gagne? Posez-vous cette question et puis peut-être que ça va permettre de débloquer quelque chose. Vous avez dit derrière les émotions, les pensées. Non, alors si j'ai dit ça, je me suis trompée évidemment. C'est derrière les pensées, les émotions. Pour reprendre la flèche, il y a les pensées, les sentiments, les émotions et l'expérience. Donc c'est vraiment les émotions derrière les pensées. Une émotion arrive-t-elle réellement seule ou accompagnée d'autres?
Ah bah ça va dépendre des situations. Je disais hier qu'il y a des chercheurs qui ont limité les émotions primaires à deux, joie et peur. Sous-entendu que toutes les émotions désagréables découleraient d'une peur. Donc, à partir de cette réflexion-là qui est intéressante, ça voudrait donc dire que toutes les émotions dites négatives découleraient d'une peur. Et donc, ça voudrait dire qu'à chaque fois, il faudrait aller regarder quelle est la peur derrière la colère, quelle est la peur derrière la tristesse, quelle est la peur derrière le dégoût, etc. Donc, voilà une réflexion qui est peut-être intéressante. L'émotion ne dure que quelques minutes, le sentiment est plus durable. Oui, parce qu'il y a déjà une construction. Alors, l'émotion, elle dure que quelques minutes, mais par contre, en effet, les sentiments et les pensées, elles peuvent rester toute une vie. Mais pour pouvoir agir sur le sentiment, la pensée, les croyances, il faut que j'aille voir l'émotion qu'il y a derrière. Donc, vous comprenez bien l'idée que je vous propose ici. Il me semble qu'on pourrait dire aussi l'inverse, que les pensées sont avant les émotions. Les pensées, l'idée, c'est vraiment de regarder tout le système, tout ce qu'il y a. Donc, si j'ai une pensée qui crée une émotion, pourquoi cette pensée crée cette émotion? Et il faut aller chercher, alors, qu'est-ce qu'il y a à l'origine de cette pensée? Peut-on apprendre à maîtriser ses émotions? Oui. Gérer ses émotions, utiliser ses émotions, oui, ça s'apprend, c'est bien, c'est mon métier. J'accompagne le développement de l'intelligence émotionnelle, donc oui, ça s'apprend, ça se développe. Mais déjà, là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la première étape, c'est avant d'agir dessus ou de l'utiliser, c'est déjà de la regarder, de la voir. Plusieurs émotions peuvent surgir. Un mélange d'émotions constitue une palette émotionnelle. Oui, les émotions peuvent générer un sentiment durable, la joie, l'amour. Oui, c'est vrai. Donc évidemment, il y a plusieurs émotions. Il y a même, on peut même trouver sur Internet telle émotion plus telle émotion égale telle émotion. Enfin voilà, il y a plein de gens qui se sont intéressés à ce sujet. Et en effet, il y a plusieurs écoles qui, au lieu d'appeler l'émotion la joie et la peur, disent l'amour et la peur. En fait, il y aurait une entité émotionnelle qui serait l'amour, une entité émotionnelle qui serait la peur, et qu'en fait, tout découlerait de ça. Évidemment, découle de ça dans la recherche, dans les attentes. Il y a un vrai sujet autour des attentes. Par rapport aux pensées. Quelles sont mes attentes? Quel est le résultat? Et donc, quelles sont les émotions que je ressens par rapport à cette différence entre mes attentes et le résultat? J'ai remarqué que de nombreuses personnes ont tendance à ignorer la tristesse pour la transformer en colère. Oui, c'est vrai. Ça, c'est souvent dû à l'éducation, où on entend souvent il ne faut pas être triste ou sois fort. Hein, ça, c'est des messages qui ont beaucoup d'impact sur le développement de l'intelligence émotionnelle. Et donc, en effet, ces personnes-là qui s'interdisent de ressentir de la tristesse, du coup, quand la tristesse est là, parce qu'en tant qu'être humain, ils ressentent forcément de la tristesse, mais du coup, quand la tristesse est là, ils peuvent en effet l'exprimer par de la colère, parce que je m'interdis de ressentir de la tristesse et donc d'exprimer de la tristesse. Comment faire un travail sur soi? D'aller accueillir cette tristesse quand elle est là, puisque elle est forcément là de temps en temps, et lui donner le droit d'exister. Et lorsqu'elle est là, de la voir, de la comprendre, et peut-être aussi d'agir en effet pour ne pas la laisser s'installer, mais en tout cas de la voir quand elle est là. Et de la même façon, je vous parlais de la honte et de l'envie ou de la jalousie. Hein, on entend souvent qu'il ne faut pas être jaloux, c'est pas bien d'être jaloux. Mais la jalousie, c'est une émotion ou un sentiment. Tout dépend de comment ça se situe. Mais quand elle est là, si je me dis je ne dois pas être jaloux, c'est pas bien, les gens qui sont jaloux, c'est pas des gens bien. Du coup, je m'empêche d'accueillir cette émotion. Et lorsqu'elle est là, puisque en tant qu'être humain, c'est une émotion qu'on ressent tous, à plus ou moins fort, justement, ça va dépendre de quelle place je lui laisse,
comment je traite cette émotion, c'est-à-dire l'information, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais la libérer, etc. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rester être jaloux et avoir un mauvais comportement par rapport à ça. C'est juste de voir quand c'est là et de comprendre pourquoi c'est là et peut-être de dire, ah tiens, qu'est-ce qui fait que dans cette situation, je ressens ça et comment je peux faire pour ne pas ressentir ça, etc., etc. Comment se libérer des émotions ou pensées négatives? De bien comprendre, alors ça aussi, ça va être peut-être un peu brutal, mais quel est l'intérêt de rester dans des émotions ou des pensées négatives? Qu'est-ce qu'accueillir la colère? Elle est identifiée, exprimée. Est-il possible de l'évacuer définitivement? Certainement pas. Et alors, il ne faudrait pas l'évacuer définitivement. La colère, elle existe. C'est une émotion primaire. Et pourquoi l'évacuer? Si elle est là pour de bonnes raisons. Ce qui pose problème, c'est comment elle va se manifester. Quel pouvoir elle va avoir sur votre comportement en haut. Mais la colère, elle sera toujours là. Le problème, ce n'est pas l'émotion. Le problème, c'est comment on la gère et quelle place on lui laisse. Et si c'est l'émotion qui prend le pouvoir, c'est elle qui décide de comment elle va s'exprimer, se manifester. L'émotion n'est pas le problème. Peux-tu en dire plus sur les 3 étapes? Identifier, comprendre, accueillir. Identifier l'émotion, donc je suis dans une situation, je me pose 2 secondes et je dis tiens là, quelle est l'émotion que je ressens? Plus l'émotion est forte, plus ça vaut le coup de le faire, parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas de toute la journée se poser la question de ce que je ressens, et encore que certains philosophes se sont intéressés à le faire, hein, d'ailleurs, mais de se poser qu'est-ce que je ressens, quelle est l'émotion que je ressens, pourquoi je ressens ça, c'est la comprendre. Qu'est-ce qui fait que je ressens cette émotion? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je ressente cette peur, par exemple? Donc, par exemple, si je reprends mon exemple de l'examen, ok, j'identifie que j'ai peur de ne jamais réussir dans la vie aucun projet. Bon. Pourquoi? Parce que j'ai raté cet examen. Mais en fait, et c'est là où je disais tout à l'heure, faisons appel au sens de la réalité, objectivité. Ok, concrètement, est-ce que je l'ai raté? Je l'ai raté par rapport à quoi? Quel était le résultat? Et si je l'ai raté, qu'est-ce que ça m'apprend? Etc., etc. De regarder la situation avec plus d'objectivité pour mieux comprendre. Et ensuite, accueillir en disant, ok, cette peur est là, elle est légitime, elle a le droit d'exister. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais pour avancer, pour agir, mais en la prenant en considération? Et peut-être que du coup, la fois d'après, j'aurai des attentes peut-être moins élevées parce qu'elles seront peut-être plus ajustées à qui je suis et à mon niveau. Et du coup, je serai moins déçue. Et du coup, mon émotion sera moins forte. Donc, ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi doit-on maîtriser nos émotions? Ne doit-on pas les laisser s'exprimer? Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cette phrase, c'est pourquoi doit-on maîtriser nos émotions? L'idée, c'est pas forcément de maîtriser les émotions. Ne doit-on pas les laisser s'exprimer? Moi, je dirais, ne doit-on pas les exprimer? Oui, la réponse est oui. On doit exprimer, plus on va exprimer ses émotions, plus on va se sentir bien parce qu'on va se libérer et exprimer ce qu'on ressent, et de 2, l'autre va nous comprendre. Donc, c'est que du positif, que du gagnant. Ça, c'est si je les exprime de façon authentique, constructive. Maintenant, le risque avec la phrase « ne doit-on pas les laisser s'exprimer » le risque, c'est que l'émotion s'exprime. On l'a dit tout à l'heure, peut-être de la mauvaise façon. Si c'est de la tristesse et qu'en fait, c'est de la colère qui s'exprime, c'est pas, ça correspond pas, c'est pas aligné. Et du coup, en général, le résultat n'est pas aussi, en tout cas, efficace et positif que si j'exprime mon émotion, l'émotion que je ressens, en prenant en considération l'impact que j'ai sur l'autre aussi. Hein, parce que là, je ne vais pas parler de l'autre dans ce webinaire, on va en parler demain. Mais évidemment, c'est très important de prendre en considération comment l'autre se sent. Parce que si j'exprime mon émotion, que moi je me sens bien, mais que tout le monde autour de moi est terrassé, ça peut être intéressant de se poser la question si j'y gagne vraiment. À partir de quel âge un enfant est-il capable d'identifier, puis comprendre, puis accueillir?
Alors ça, c'est pas évident. En tout cas, ce qu'on dit, moi, je travaille pas avec les enfants, donc je suis pas experte. S'il y en a là qui le sont, on dit que pour développer l'intelligence émotionnelle, donc c'est-à-dire vraiment pour pouvoir agir sur son intelligence émotionnelle, ça c'est plutôt à partir de 18 ans. En gros, on va dire l'âge de la maturité, hein, donc ça va dépendre des enfants, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment l'âge préconisé pour commencer un travail de développement de comportement. Hein, donc, puisque l'intelligence émotionnelle, c'est le comportement face aux émotions. Maintenant, à partir de quel âge est-il capable d'identifier ça, plus vous allez les entraîner tôt, plus ils vont être capables. Je vous conseille un livre que j'ai plus là, c'est La couleur des émotions pour les tout petits, qui est vraiment très bien pour ça. Il y a un dessin animé qui s'appelle Vice Versa, qui est très très bien pour ça aussi. Franchement, regardez-le. Ça permet vraiment de bien comprendre le fonctionnement justement et de l'intérêt d'exprimer l'émotion juste, justement, parce que dans son film, on voit bien que selon l'émotion qui prend le contrôle, je vais exprimer ma pensée avec l'émotion, avec le filtre de l'émotion. Et si je ressens de la tristesse et qu'en fait j'exprime de la colère, ce n'est pas du tout le même résultat. Est-ce que la fatigue peut être considérée comme une forme d'émotion? Oui, on peut dire je me sens fatiguée. Hein, donc, ça va dépendre si c'est vraiment un état ou un ressenti, justement. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Hein. Il y a plein de. Pas que la fatigue qu'on peut qualifier. C'est pour ça qu'il y a l'émotion, le sentiment, l'état. Enfin, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher vraiment ce qu'il y a tout au fond. Ah, Bérangère qui nous parle des enfants. Je travaille en crèche et on parle aux enfants de leurs émotions, différence entre tristesse et colère, par exemple. Alors, super, super. Et ça commence de plus en plus. Hein. Il y a même des pays nordiques où on a des cours d'empathie dès la maternelle. Donc, évidemment, on n'en est pas encore là, mais ça, quand même, ça commence de plus en plus. Il y a de plus en plus d'écoles où il y a des moments de méditation. Et par exemple, la méditation, c'est un moyen de se libérer des émotions en les accueillant. La méditation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est j'accueille mes émotions et je les laisse partir. On médite tout le temps let go, let go. Vraiment, l'émotion passe en fait. Et pour qu'elle passe, il faut que je la regarde. Si je ne la regarde pas, elle reste bloquée dans un coin où elle ne passe pas. Elle peut s'exprimer, l'émotion aussi, pour revenir sur la personne qui disait faut-il la laisser s'exprimer. Elle peut s'exprimer aussi par certaines maladies. Hein. Elle peut s'exprimer par des problèmes de peau. Tout ça, c'est des émotions qui s'expriment, hein, justement. Moi, j'ai eu une fois une personne qui est venue me voir en coaching, qui avait un gros souci dans son équipe, et enfin, avec une personne en l'occurrence de son équipe, et qui, voilà, ça faisait longtemps, ça faisait plus d'une année que ça durait, et elle n'arrivait pas à s'en sortir, et elle n'en parlait pas, parce que elle se devait d'être forte et de tenir le coup, etc. Et en fait, elle est venue me voir parce que elle sentait que là, elle arrivait au bout, et elle avait 20 verrues qui lui avaient poussé sur les mains. Et donc, on a travaillé ça, évidemment, la conscience de soi émotionnelle, l'expression émotionnelle, etc. Et en travaillant ça, les verrues ont disparu. Donc, il y a quand même quelque chose d'important à comprendre, que l'émotion, elle a un pouvoir incroyable. Donc, si je ne l'exprime pas, elle va, je vous l'ai dit, soit rester, soit sortir n'importe comment. Voilà. Donc, en effet, il faut l'exprimer. Et le mot maîtriser, c'est peut-être pas le bon mot. C'est l'exprimer comme il faut, en fait. Ou l'utiliser comme il faut. Ou en faire quelque chose. Mais pas la laisser comme ça prendre le pouvoir. Je le répète. Comment faire quand on a été élevé pour ne pas montrer ses émotions? Apprendre à le faire. Voilà, après c'est sûr qu'on n'a pas tous le même point de départ, hein, mais ça se travaille et ça se développe. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, elle n'est pas figée. C'est vraiment des compétences qu'on peut développer. Alors c'est pas magique, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas comme ça
en claquant des doigts, on dit « Ah, ça y est, j'ai compris, bon, ben, maintenant, je vais avoir une perception de soi très développée. » Ça ne se fait pas comme ça, mais par contre, au fur et à mesure, là, c'est pour ça que je vous proposais cette activité, vous allez faire des choses, puis vous allez voir que ça vous apporte quelque chose, alors vous allez recommencer, puis, et puis encore, et c'est comme ça que ça devient de plus en plus naturel avec le temps. Mais ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça c'est évident. Quelle est la différence majeure entre sensation et sentiment? Ben, en fait, quand vous voulez savoir ce genre de truc, vous commencez la phrase par « j'ai la sensation que » et « j'ai le sentiment que ». Donc, vous voyez ce que vous diriez de différent. Là, par exemple, par rapport à ce webinaire, j'ai la sensation que ça se passe plutôt bien et j'ai le sentiment d'être plutôt efficace. Voilà, vous voyez, je vous donne cet exemple évidemment pour partager, enfin pour identifier la différence avec un amour-propre plutôt développé. Doit-on être capable d'exprimer l'ensemble de nos émotions? Sinon, cela peut être finalement négatif pour nous-mêmes. L'histoire de la conscience de soi émotionnelle et d'aller au fond de l'iceberg, c'est justement de bien saisir l'émotion la plus juste et d'exprimer l'émotion la plus juste. Alors après, ça ne veut pas dire tout ce que je ressens tout le temps à tout le monde. Hein, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, à un moment, si vraiment je ressens une émotion forte par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, en effet, l'intérêt, c'est de l'exprimer, mais d'exprimer, encore une fois, de façon constructive et recevable, en prenant en considération l'autre. Donc, ça ne veut pas dire mentir, ça veut dire trouver vraiment l'émotion la plus juste par rapport à la situation et la plus recevable. Et je vous rappelle qu'il y a 4 émotions mères, ou 2 selon les écoles, et qu'il y en a 6000 en tout qui ont été répertoriées. Donc, allez les voir sur Internet, hein, vous les trouverez. Les 6000, ça peut vous aider aussi à avoir tout le vocabulaire disponible. Et si vous réfléchissez 2 secondes à combien d'émotions on exprime dans la vie de tous les jours, hein, franchement, on peut les compter sur les doigts de la main. Ça va? Oui, ça va. Ou tu te sens bien? Ouais, ça va, je me sens bien. Bon, et voilà, ou je me sens pas bien. Mais en fait, il y a 6000 émotions. Donc, déjà, premièrement, je vous propose une chose, c'est qu'au lieu de demander à quelqu'un ça va, demandez-lui comment tu te sens aujourd'hui. Déjà, ça. Mais bon, il va dire, la plupart vont dire bien. Mais voilà, c'est un entraînement. C'est l'entraînement. Bon, alors écoutez, 33, donc je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais j'ai répondu à pas mal de questions. Je vous envoie le support de ce webinaire par mail. Vous pouvez m'envoyer un mail vraiment s'il y a des questions spécifiques. Et je vous le dis, il y a peut-être certains d'entre vous ont déjà reçu mon mail, suite à plusieurs demandes, je vais créer une session à distance de formation justement pour ceux qui veulent aller plus loin, ou de 2 modules où vraiment l'idée c'est d'aller plus loin pour développer son intelligence émotionnelle. Mais déjà là, avec ce que je vous dis, vous avez déjà une première entrée en matière. Venez sur les webinaires des prochains jours parce qu'on va revenir sur ces notions-là puisque tout est connecté. Et puis, si vous avez vraiment des questions spécifiques, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Donc, je vous dis merci à tous pour votre participation très active aujourd'hui. Évidemment, l'amour-propre, c'est un gros sujet. Hein, donc, c'est pas en 1 heure comme ça qu'on va tout débloquer. Mais voilà, c'est déjà un premier pas. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, je vous dis à demain. Bonne soirée, au revoir.